Alors, on va passer à l'orateur suivant, qui est le docteur Franck Fan, qui travaille en diabétologie et qui va nous parler d'un sujet intéressant, qui est la prise en charge de la gastroparésie chez les patients diabétiques. Et qu'est-ce que l'on en sait actuellement en 2023 ? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Donc, bonjour à tous. Donc, je vais parler de la gastroparésie diabétique avec vous cet après-midi. Donc, quand on parle de gastroparésie, il faut savoir qu'il existe plusieurs étiologies. Et la gastroparésie diabétique représente un tiers des étiologies de gastroparésie et ça touche aussi bien le diabète de type 1 que le diabète de type 2. On estime à peu près entre 25 et 50% de patients diabétiques de type 1 qui peuvent être touchés par la gastroparésie et 25% chez les patients diabétiques de type 2. C'est une atteinte du système nerveux autonome, donc c'est une neuropathie végétative. Alors, quels sont les symptômes de la gastroparésie ? Alors, comme vous pouvez le voir, les symptômes de la gastroparésie, ce sont des symptômes digestifs hauts et très aspécifiques. Ça associe donc des vomissements, un reflux, une satiété précoce, un inconfort digestif, une perte d'appétit, un ballonnement et des nausées. Alors, comment est-ce qu'on explique quelle est la physiopathologie de la gastroparésie ? Eh bien, l'atteinte, elle est multifactorielle. Ça débute par une hyperglycémie et l'hyperglycémie chronique c'est toxique pour les nerfs. Donc il va y avoir une apoptose des cellules nerveuses, mais aussi des cellules de soutien. Et parmi les cellules de soutien, il y a les cellules de Schwann, les cellules gliales, mais également les vaisseaux qui irriguent les fibres nerveuses. Et vous le savez, au niveau de l'estomac, il y a des cellules pacemakers entre guillemets qui sont les cellules de Cajal, qui sont également perturbées en cas d'hyperglycémie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En conditions physiologiques, les cellules de Cajal, impulsent des ondes de propulsion qui vont se propager, tout le long de l'estomac et permettre, la progression du bol alimentaire. En cas d'hyperglycémie, ces impulsions, à l'origine des cellules de Cajal, vont être diminuées, les ondes de propagation vont être plus lentes, et donc le bol alimentaire va avoir du mal à progresser. Et en plus, au niveau du pylore, il va y avoir une hypercontractilité du pylore qui fait que le bol alimentaire ne passe pas, et donc il y a un retard à la vidange gastrique. Et donc, qui dit retard à la vidange gastrique, dit mismatch entre l'action de l'insuline rapide que le patient va faire au moment du repas et le contrôle glycémique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que en cas de retard de vidange gastrique, le bol alimentaire ne sera pas encore absorbé et l'insuline va déjà commencer son action. Donc, le patient va avoir une hypoglycémie et plus tard, le bol alimentaire va progresser, il va finir par être absorbé. Mais on sera sur la fin de l'action de l'insuline. Donc, va apparaître dans un second temps l'hyperglycémie. On observe donc un yo-yo glycémique qui, sur le plan chronique, va engendrer un déséquilibre chronique du diabète et donc une augmentation de l'hémoglobine glyquée. On rentre donc dans un cercle vicieux, puisque mismatch entre insuline et absorption du bol alimentaire, déséquilibre du diabète, et donc hyperglycémie, et l'hyperglycémie aggrave la gastroparésie. On rentre dans un cercle vicieux. Donc, quelle est la prise en charge de la gastroparésie en 2023 ? Dès qu'on suspecte une gastroparésie, il faut éliminer un obstacle, puisque la gastroparésie, elle est définie par un syndrome caractérisé par un retard de vidange gastrique en l'absence d'obstruction mécanique. Et donc, pour éliminer l'obstacle, on peut pratiquer de manière classique l'échographie gastrique et parfois, certaines équipes font un transit oso-gastro-duodénal. Une fois qu'on a éliminé l'obstacle, il faut mettre en évidence le ralentissement de la vidange gastrique. Et pour ce faire, on s'aide de la scintigraphie gastrique. Et donc, ce qui est retenu comme définition pour dire qu'il y a un retard à la vidange gastrique, c'est le temps à 4 heures. C'est le temps qui est le plus reproductible pour dire qu'il y a effectivement une rétention gastrique. Et on dit qu'il y a une rétention gastrique si c'est plus à 10% à 4 heures. Et en fonction du pourcentage de rétention, vous voyez qu'on peut également définir des grades de sévérité. À droite, donc vous avez des exemples de scintigraphie d'un patient sans gastroparésie. Et donc vous voyez qu'au bout de 4 heures, je suis désolé, le pointeur ne marche pas, mais au bout de 4 heures, il n'y a plus rien au niveau de l'estomac, qui est ici. Et à droite, vous avez un patient avec une gastroparésie diabétique et vous voyez qu'à 4 heures, il reste 43% de bol alimentaire radiomarqué au niveau de l'estomac.
Alors, est-ce qu'il y a une alternative à la scintigraphie gastrique? La réponse est oui. On peut faire un repas test marqué au carbone 13. Et donc, le patient en fait, va ingérer une omelette radiomarquée au carbone 13. Et donc, les acides gras vont être absorbés au niveau duodénal et transportés au niveau du foie par la voie portale. Au niveau du foie, les acides gras vont être oxydés. Et donc, vous le savez, quand on oxyde un acide gras, on produit de l'eau et du CO2. Et donc, le CO2 produit va être expiré par les poumons et le CO2 sera marqué par le carbone 13. Et donc, en cas de gastroparésie, eh bien, quand la détection du CO2 marqué au carbone 13 sera retardée par rapport à un sujet sain. Cet examen présente quand même des limites, par exemple en cas de malabsorption intestinale, de maladie hépatique ou de maladie pulmonaire. Alors, une fois qu'on a éliminé l'obstacle et qu'on a mis en évidence le retard de vidange gastrique, on peut apprécier la sévérité de la gastroparésie. Et pour ça, on s'aide d'une échelle qui est le GCSI, pour Gastroparesis Cardinal Symptom Index, qui, comme vous pouvez le voir, en fait, reprend tous les syndromes dyspeptiques et en fonction de la sévérité du symptôme, attribue un score. Alors, c'est un score qui est validé, mais comme vous pouvez le voir, présente des limites, puisqu'il ne prend pas en compte la douleur. Alors, quelles sont les options thérapeutiques devant une gastroparésie diabétique? Alors, il y a le traitement médical, le traitement endoscopique et l'électrostimulation. Le traitement médical se divise en deux approches. Il y a une approche non pharmaceutique, dans laquelle il va falloir regarder dans l'ordonnance de notre patient et voir s'il y a des traitements qui ralentissent la vidange gastrique. Alors, le plus fréquent qu'on connaît tous, c'est les analogues du GLP-1, mais il y a également les dérivés morphiniques, les opioïdes, les anticholinergiques, les antidépresseurs tricycliques, et il y a également des mesures hygiéno-diététiques à mettre en place. Alors, le niveau de preuve, il est faible, puisqu'il n'y a pas d'études là-dessus, mais on conseille aux patients de faire des petits repas, donc plusieurs petits repas par jour, pauvres en lipides, et également, on lui dit d'arrêter de fumer. Et bon, encore une fois, le niveau de preuve est faible. En plus des mesures hygiéno-diététiques, peut s'y associer des traitements médicamenteux, les prokinétiques. Et donc le premier que vous connaissez, c'est le métoclopramide. C'est un antagoniste du récepteur à la dopamine. Il existe sous différentes formes galiniques, dont la forme solution buvable qu'on va privilégier pour favoriser en fait l'absorption et la facilité pour la titration, puisqu'on l'initie à 5 mg 3 fois par jour avant les repas, et puis on titre jusqu'à la dose minimale efficace. Alors, il faut savoir que ce médicament passe la barrière hémato-encéphalique et donc il y a un risque en fait, d'induire un syndrome extra-pyramidal avec un risque de dyskinésie qui est estimé à 1%, et surtout, il y a un allongement du QT. Donc, à l'institution, faire un ECG pré-thérapeutique. J'ai oublié de le préciser, mais pour les prokinétiques, le niveau de preuve, il est modéré. Le deuxième prokinétique, c'est la dompéridone, qui est un antagoniste de la dopamine. Il existe également sous différentes formes galiniques. Les comprimés orodispersibles et la solution buvable seront privilégiés, encore une fois pour favoriser l'absorption. On l'initie à 10 mg 3 fois par jour et c'est possible de l'augmenter à 20 mg 3 fois par jour, plus une dose au coucher. Alors, il y a moins d'effets indésirables neurologiques puisqu'il ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. En revanche, il allonge toujours le QT, comme son prédécesseur, et on évite du coup l'association avec l'érythromycine. Donc l'érythromycine, c'est un agoniste à la motiline, c'est un agoniste de la motiline, oui. On va privilégier la voie IV par rapport à la voie orale si le patient est hospitalisé, et donc la posologie est différente en fonction de si on privilégie la voie IV ou la voie orale. Pour la voie IV, c'est 200 mg 3 fois par jour sur 45 minutes. Et par voie péros, c'est 250 mg 3 fois par jour. Il faut savoir que pour la voie orale, il y a un risque de tachyphylaxie, c'est-à-dire qu'il va y avoir une diminution des récepteurs à la motiline et donc du coup une diminution de l'effet, de l'efficacité de l'érythromycine. Il interagit avec le cytochrome CYP3A4, donc prudence. Il allonge également le QT, donc on ne l'associe pas avec le dompéridone. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on connaît tous ces médicaments? La première chose à faire, c'est qu'on met en place les mesures hygiéno-diététiques, dont le régime pauvre en gras, on contrôle le diabète, on lui dit d'arrêter de fumer, et on peut débuter la métoclopramine à 10 mg 3 fois par jour. Si la réponse clinique est acceptable et efficace, on maintient cette dose-là. Si jamais elle est incomplète, on peut augmenter, on titre,
et on peut aller jusqu'à 10 à 20 mg 3 à 4 fois par jour. S'il existe des effets indésirables, on switch pour la dompéridone. Si les symptômes sont persistants, dans ce cas-là, on réévalue la diététique. Est-ce que le patient a bien mis en place les régimes pauvres en gras? Est-ce qu'il a bien diminué son bol alimentaire? Et on peut introduire l'érythromycine. Si ce n'est pas suffisant, il existe des traitements endoscopiques. Alors, pour commencer, il faut savoir qu'il existe un examen qu'on appelle l'endoflip. C'est un examen qui n'est pas disponible partout, juste dans les centres experts, et ça permet en fait de mesurer la distensibilité du pylore. Alors, il semblerait que cette mesure-là est très bien corrélée et prédicteur de bons résultats si jamais vous prévoyez, enfin je dis nous, mais c'est plutôt les gastro-entérologues, mais si jamais on prévoit en fait de faire des injections de toxines botuliques intrapyloriques ou alors la pyloromyotomie. Alors, premier traitement endoscopique, c'est la dilatation pylorique par ballonnet. On le gonfle en fait, c'est un gonflage hydraulique d'un ballonnet qui va aller dilater le pylore. L'amélioration est immédiate, on estime que 80% des patients sont améliorés et qu'à 3 mois, 70% des patients sont améliorés. Dans cet essai-là, un essai ouvert, vous pouvez voir que les auteurs ont inclus 47 patients et qu'après dilatation par ballonnet, le score GCSI s'est décalé, mais le score GSSI est bien diminué après dilatation par ballonnet. Il faut savoir que le taux de récidive est quand même important. C'est pour ça que la Société européenne de gastro-entérologie ne recommande pas le traitement par dilatation hydraulique en cas de gastroparésie diabétique. Deuxième solution, c'est l'injection de toxines botuliques intrapyloriques. Alors, quand on regarde les essais ouverts, on a l'impression que ça fonctionne, puisque vous voyez, alors, ce sont des essais ouverts, mais il y a toutes les causes de gastroparésie. Et quand on regarde, on a l'impression que ça améliore les symptômes entre un patient sur 3, un patient sur 2. Mais quand on regarde en fait, les essais thérapeutiques, donc quand c'est fermé en double aveugle, ça ne fait pas mieux que le placebo. Et donc, du coup, la Société européenne de gastro-entérologie ne recommande pas l'injection de toxines botuliques intrapyloriques. Mais alors, qu'est-ce qui nous reste? Il y a la pyloromyotomie. Et donc, ça donne des résultats prometteurs. Ce sont des essais qui sont toujours ouverts, mais vous voyez que dans tous ces essais-là, il y a toute cause de gastroparésie confondue. Mais on peut voir qu'à 3 mois, il y a une amélioration clinique chez près de 80 à 95% des patients et que cette efficacité à 1 an est maintenue chez 70% des patients. Mais à nouveau, on manque d'essais thérapeutiques randomisés en double aveugle, mais en tout cas, il y a des résultats prometteurs pour cette technique. Et enfin, l'électrostimulation. Pour l'électrostimulation, ça reste encore des essais ouverts où vous voyez qu'à peu près 60 à 90% de patients sont améliorés après électrostimulation. Et il existe une étude randomisée en crossover. Et donc la population qui nous intéresse, en fait, c'est la colonne noire. Et donc vous pouvez voir qu'à 6 mois et à 12 mois, les patients diabétiques après électrostimulation conservent l'efficacité puisqu'on voit qu'on diminue la fréquence des épisodes de vomissement par semaine. Mais alors souvenez-vous, je vous ai dit que l'hyperglycémie aggravait la gastroparésie diabétique. Et donc la question qu'on s'était posée dans le service, c'est et si on régulait mieux les variations glycémiques chez les patients avec gastroparésie pour essayer d'améliorer les symptômes digestifs? Alors vous savez que ces dernières années, il y a eu la boucle fermée qui est arrivée dans l'arsenal thérapeutique du patient diabétique de type 1. Alors tout d'abord, quand on veut tester un truc, il faut voir si c'est dangereux ou pas dans cette population. Alors est-ce que la boucle fermée, c'est dangereux chez les patients de DT1 avec gastroparésie? La réponse est non, puisque dans ce case série, vous pouvez voir que chez les patients diabétiques de type 1 avec gastroparésie sous boucle fermée, amélioraient leur hémoglobine glyquée. Donc on augmentait le temps passé dans la cible, sans pour autant augmenter le temps en hypoglycémie. Il n'y avait pas plus d'hypoglycémie chez les patients DT1 avec gastroparésie sous boucle fermée versus patients DT1 sans gastroparésie sous boucle fermée. Donc là, à partir de là, on s'est dit, on va tenter chez nos patients diabétiques de type 1 avec gastroparésie, on va évaluer les symptômes digestifs. Alors c'est un petit cas série qu'on a fait dans le service. On a inclus 3 patientes diabétiques de type 1, moyenne d'âge 48 ans.
Et 35 ans d'évolution de diabète avec une gastroparésie qui évoluait depuis 19 mois. Elles étaient un petit peu en surpoids avec un IMC à 25 et l'hémoglobine glyquée était à 9%. Donc on n'était clairement pas à l'objectif. On les a mis sous boucle fermée et au bout de 9 mois, on a fait l'évaluation des symptômes digestifs et de l'équilibre glycémique. Et donc qu'est-ce qu'on a pu observer? C'est qu'au bout de 9 mois, on a clairement amélioré leur hémoglobine glyquée avec un temps passé dans la cible beaucoup plus élevé avant traitement par rapport à la période avant boucle fermée. Et en améliorant leur hémoglobine glyquée et leur temps passé dans la cible, vous pouvez le voir qu'on n'a pas induit plus d'hypoglycémie. Mais alors, qu'est-ce que ça a donné au niveau digestif? Eh ben, on a évalué les symptômes avec le GCSI score. Et vous pouvez voir qu'avec le GCSI score total, on a induit une diminution de 1,3 points en moyenne chez nos patientes diabétiques de type 1 avec gastroparésie. Il faut savoir qu'on dit qu'on est efficace si on arrive à induire une diminution de plus de 0,75. On était à 1,3 points. Après, il faut prendre ça avec des pincettes puisqu'il y avait que 3 patientes. Donc ça représente une des limites de l'étude. Le recrutement était monocentrique, mais ça peut donner des idées. Voilà. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire devant une gastroparésie diabétique? Il faut éliminer l'obstacle, mettre en évidence le ralentissement de la vidange gastrique, ensuite éliminer une cause iatrogène, ça peut être les analogues du GLP-1, ça peut être des opioïdes, mettre en place les mesures diététiques, contrôler le diabète, ensuite on peut prescrire un traitement médicamenteux par les prokinétiques, et si échec, on peut pousser jusqu'au traitement endoscopique, voire l'électrostimulation. Je vous remercie. Merci Franck. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, moi j'ai une petite question. Quand des patients ont des symptômes de gastroparésie, on peut commencer par tous les prokinétiques ou alors il y en a un préférentiel au début ou qu'est-ce que toi tu recommandes? Alors si on suit les recos, ils disent quand même domperidone en premier. Et ensuite, si jamais échec, tu peux switcher et mettre en toute fin l'érythromycine. Peut-être à cause du risque de tachyphylaxie. Il faut savoir que tous les prokinétiques en fait, n'ont pas l'AMM, ce sont des prescriptions hors AMM. Donc, moi, je commencerai par... je garderai l'érythromycine en dernier recours, du coup, suivant les recos. Et du coup, ce qu'il disait, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, on peut faire des cures. En fait, après, si on arrive en échec et qu'on veut mettre l'érythromycine, on fait par cure. On peut faire par cure. Donc, il faut savoir que le risque de tachyphylaxie, en fait, il survient après 4 semaines de traitement. Donc, on interrompt l'érythromycine, le temps, en fait, que ça se purge dans le corps. Et ensuite, on pourra réintroduire par la suite l'érythromycine. L'érythromycine, combien de temps? Alors, c'est 4 semaines, puisqu'on dit que le risque de tachyphylaxie, en fait, survient après 4 semaines de traitement. Et IV, c'est pareil? Non, c'est surtout Péros. Ok. Et IV, comment on fait pour traiter un patient IV En fait, c'est difficile à l'hôpital, puisque c'est des traitements AMM. Et donc, on est obligé de demander en fait, des ampoules d'érythromycine pédiatrique. Et on fait une dilution pour trouver 200 mg qu'on passe IV. À l'hôpital? À l'hôpital, oui. Et ça, c'est sur combien de jours? Combien de jours? C'est jusqu'à amélioration des symptômes cliniques, jusqu'à ça aille mieux, puis tu fais un relais Péros. Nous, on a eu ça pour une patiente opérée après une thyroïdectomie qui avait une gastroparésie avec des vomissements. C'est pas très codifié. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle est sortie avec ses médicaments érythro pour 1 mois. C'est quoi? Ouais. Parce qu'après, il risque de tachyphylaxie, tu le suspends et tu le réintroduis plus tard. Donc c'était pour les analogues du GLP-1, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête définitivement ou pas? C'est pas une contre-indication en fait à la prescription des analogues du GLP-1. Donc en fait, il faut le suspendre au moment de la poussée de la gastroparésie. Et puis, comme l'a dit Chloé, en fait, ça survient par à-coup. Donc ça peut toujours se rediscuter l'introduction après en fait la poussée de la gastroparésie. Bravo Franck, c'était hyper pédagogique. Mais là, ça génère une nouvelle question de ma part. Quand on l'arrête et qu'on le reprend, on recommence la titration ou on le reprend la dose max d'emblée? Oui, tu reprends quand même la titration. Parce que le risque, en fait, c'est du coup les effets indésirables d'emblée, nausées, vomissements, si jamais tu reprends la dose maximale d'emblée. Ouais.
Et il y a aussi que quand même, il faut dire, les effets secondaires comme par exemple la gastroparésie, c'est quand même très dose dépendant dans les analogues de GLP-1. Donc de toute manière, il y a intérêt à mettre moins de doses. Donc, ok, merci beaucoup.